Bonjour et bienvenue à notre émission Hommage aux As. As pour attitude à succès. Cette semaine, nous allons parler de la résilience, ce concept qui comprend le courage, le défi de se relever et de ne jamais baisser les bras. Mon invitée cette semaine, Mme Blandine Sulmana. Bonjour, Mme Blandine. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je suis tellement honorée aujourd'hui de vous recevoir sur le plateau. C'est réciproque. Parce que vous avez fait des choses extraordinaires. Vous avez relevé des grands défis. Par où on commence? Ben, on va commencer peut-être par l'enfance, une enfance très difficile. J'ai dû me prendre en main très rapidement. Je viens d'une famille très dysfonctionnelle. Donc, je me suis retrouvée à la rue à l'âge de 13 ans, avec une énorme naïveté, mais avec un besoin de faire une différence dans ma vie. Je savais que le bonheur et être bien, ça existait. Je le voyais chez mes camarades d'école. Et moi, à 13 ans, vous étiez à quel endroit? À côté de Paris. À côté de Paris? Oui, dans la région parisienne. Okay. Et il a fallu que je me prenne très vite en main. J'ai fait des tas de petits boulots, etc. Enfin bref, tout ça pour essayer de faire une différence. Tout ça pour me dire, moi aussi un jour je vais être bien. Moi aussi un jour je vais vivre comme les petites filles de l'école, les jeunes filles de l'école. Et malheureusement, ça a été pour moi ma perte en fait. Pourquoi? Parce que même si on pourrait imaginer qu'une petite fille de 13 ans dans la rue, c'est extrêmement dangereux et pour cause, mais c'est en fait à cette époque, il m'était rien arrivé, je me débrouillais tant bien que mal, mais à l'époque j'ai rencontré celui qui va devenir mon mari, celui qui m'a donné le premier sentiment de sécurité, celui qui m'a vraiment donné le sentiment que j'étais quelqu'un. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 14 ans. 14 ans. Que j'étais importante pour quelqu'un. Puis quand on est jeune, on a besoin de cette reconnaissance. Et bref, on s'est mariés très tôt, à l'âge de 15 ans. J'ai eu mon fils qui malheureusement m'a été enlevé à la naissance par la famille de mon mari qui voulait l'élever avec les traditions musulmanes. Et donc, j'ai été encore de nouveau dans une espèce de spirale extrêmement difficile. Comment faire pour retrouver mon fils? Comment faire pour pouvoir reprendre mon rôle de mère? Évidemment, moi, je n'avais rien, puisque je viens d'une famille éclatée. En revanche, lui, il avait tout un clan très solide. Et donc, je fais court, mais tout ça pour vous dire que j'ai mis quand même 16 ans pour retrouver mon fils. Ça a été une bataille absolument terrible pour moi, mais j'avais toujours comme objectif que je me devais, pour moi, faire une différence dans ma vie. Et pendant ces 16 ans, je me suis battue à travers la vie, je me suis battue en me disant, je vais arriver à être quelqu'un. Si la vie, elle me sert pas, ben moi, je vais aller chercher ce que la vie me doit. Alors, évidemment, ça a été très difficile, j'ai quitté la France, parce que bon, cette famille me menaçait, etc. Ils avaient peur que je retrouve mon fils. Et, pardon. Et c'est toujours très émouvant de raconter ça parce que c'est toute une vie dans un espèce de tourbillon infernal. Et je me suis réinventé une vie en Allemagne en me disant, lorsque mon fils aura l'âge de 16 ans, je vais tout faire pour le retrouver. Parce qu'à l'âge de 16 ans, l'autorité du père et le jeune de 16 ans a presque la même autorité. Donc là, je vais pouvoir faire des recherches. Et 16 ans de travail sur moi, 16 ans où des fois je me suis dit j'en peux plus. Parce que je commençais à me reconstruire encore une nouvelle vie en Allemagne. Donc il a fallu apprendre la langue allemande, il a fallu apprendre à me faire tout un contexte de vie équilibré, travailler sur moi, tout faire pour avoir des acquis. Et pendant toutes ces années, j'avais toujours en tête qu'un jour j'allais tout faire, que j'allais revoir mon fils. Je le savais, ça. Et la vie a voulu que, 16 ans plus tard, je m'apprêtais à faire des recherches pour retrouver mon fils. Et la vie, elle s'est dit, j'arrive pas, elle se relève toujours. Eh bien, la vie, elle s'est dit, ok. Alors, je me suis relevée et j'avais enfin réussi à être la personne que je voulais. Pour moi, être une personne forte, c'était être debout. Bien sûr que des fois, j'ai eu envie de jeter l'éponge. Bien sûr que des fois, j'ai eu envie de dire « ça suffit, j'en peux plus ». Mais justement, je crois que c'est ça le message aussi que je voudrais faire passer.
C'est que si on croit en quelque chose, c'est possible de le réaliser. C'est possible d'aller chercher au fond de soi une force. Parce que, comment on va chercher la force au fond de soi? C'est quand un jour on se retourne puis on voit la distance que l'on a mis entre la personne que l'on était et celle que l'on est devenue. Je vous arrête 2 petites secondes. Alors, quand vous dites « on va rechercher la force en soi c'est qu'est-ce qui la nourrit, cette force-là? Ce qui la nourrit, c'est que tout ne tient qu'à nous-mêmes, dans le fond. Évidemment, il y a l'extérieur, il y a des... Bon. Mais quand on veut arriver à se réaliser, il faut se dire, OK, où j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? J'ai peut-être pas grand-chose, mais c'est pas grave. L'important, c'est de développer chaque jour la force que l'on a en nous, en se disant, je vais pas attendre qu'on me donne. Je vais pas attendre qu'on vienne frapper à ma porte. Je vais compter sur moi. Mais compter sur soi, c'est faire attention à sa santé mentale. C'est de développer chaque jour une philosophie de vie en se disant, aujourd'hui, je veux finir ma journée en me disant, qu'est-ce que j'ai fait pour moi en plus? Évidemment que des fois, on n'est pas toujours dans la performance et c'est normal. L'important, c'est de développer aussi un amour pour soi-même et de se dire, si je veux réussir, je dois prendre soin de moi. Décrivez-moi la femme que vous étiez en Allemagne quand, à la 16e année, avant que vous retrouviez votre fils ou que votre fils vous retrouve. Mais vous dites, j'étais finalement redevenue la femme que je voulais être. Décrivez-moi cette femme. Quand je suis arrivée en Allemagne? Vous avez dit en Allemagne, je me suis reconstruite, je me suis aidée, j'ai pris soin de moi. Et à un certain moment donné, j'étais la femme que je voulais être. Et en fait, l'univers vous avez rencontré votre fils. Oui, c'est ça. Mais la femme que vous vouliez être à ce moment-là, décrivez-moi-la. Une femme qui ne vit plus avec la peur. Okay. Une femme qui ne compte plus sur les autres. Une femme qui a appris à compter sur elle. Une femme qui prend des décisions. Une femme qui toujours fait en sorte de développer l'espoir que tout est possible si on y met du sien. Puis vous viviez de quoi à ce moment-là? Alors en Allemagne, lorsque je suis arrivée en Allemagne, je ne parlais pas la langue allemande. J'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais un peu d'économie. Donc j'ai appris la langue allemande. J'ai choisi mon cercle d'amis. J'ai choisi un endroit où j'allais pouvoir être bien. C'est pas que c'était extraordinaire, mais c'était là où je pouvais me ressourcer. Et j'avais toujours dans l'esprit, si la vie ne m'a pas servi, je vais me servir moi-même. Alors je vais me servir moi-même en essayant de devenir une femme digne, parce que ça je me suis dit, il n'y a que moi qui peux l'acquérir, digne, une femme droite, une femme bonne pour elle, mais parce que si on veut être bon pour les autres, faut-il encore être bon pour soi-même. Oui. Et je veux être prête pour le jour où, lorsque mon fils aura à peu près 16 ans, je vais tout faire pour le retrouver. Je ne voulais pas que mon fils retrouve une mère complètement détruite. D'accord. Et comme on dit, il y a un proverbe qui dit « Tomber, c'est humain, se relever, c'est divin. » Oui. C'est ce sentiment-là que je voulais avoir en moi, et c'est de développer sa force toujours. Et de se dire, quand on a une blessure sur le corps, on la soigne. Mais quand on est triste ici, quand on se sent sans possibilité autour de nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend soin de soi et on y va petit à petit. Mais c'est tellement exaltant le jour où on se retourne et on se dit « Waouh, je ne suis pas devenue une personne amère, je ne suis pas devenue une personne cruelle ou méchante qui veut montrer à la vie « Ah, tu m'en as fait voir, tu vas voir que moi aussi je peux être comme ça et dure. » Mais j'ai réussi à me reconstruire petit à petit, à croire en moi et à me dire « Blandine, j'ai rien. À partir de rien, tout est possible. On ne peut pas descendre plus bas. » Non, surtout dans les bas où vous êtes allée. Dites-moi une chose, votre fils, vous l'avez retrouvé? Oui. Ah, comment ça s'est passé? Alors, on s'est retrouvés par un hasard incroyable. Moi, je m'apprêtais à avoir un avocat international pour faire des recherches. Je supposais que son père l'avait emmené en Algérie. Et en fait, c'est mon fils qui, par un hasard absolument incroyable, comme quoi la vie, hein, quand on tient, que la vie, elle se dit, bon, ok, maintenant je vais te donner. Eh bien, mon fils, son père lui avait fait croire à la naissance, quand il l'a pris avec lui et l'a emmené en Algérie. Mon ex-mari s'est remarié avec une autre femme.
Donc, ils ont fait croire à mon fils que cette femme était sa mère. OK. Donc, mon fils a grandi en s'imaginant que cette femme était sa mère. Et c'est un beau jour, à l'âge de 16 ans, mon fils est en Algérie, et il trouve dans des papiers son extrait de naissance, son baptistère. OK. Et c'est sur le baptistère qu'il découvre que le nom du père, c'est des papiers qui sont, c'est certain, Public. c'est officiel, c'est ça. Le nom du père est ça, et le nom de la mère ne correspond pas à cette dame qui est dans la cuisine en train de cuisiner. Et c'est comme ça que mon fils, sachant qu'il est né en France, il va faire des recherches à la mairie de la ville où il est né. Et c'est comme ça qu'il va rentrer en contact avec ma famille, avec ma sœur jumelle, et ma sœur qui sait où moi je suis en Allemagne, qui elle un jour rentre en contact avec moi et me dit « Blandine, assis-toi, j'ai une nouvelle pour toi ». Et quand elle m'annonce que mon fils vient de téléphoner d'Algérie et que ça fait 3 mois qu'il est à ma recherche, Ça, c'est un beau cadeau. c'est indescriptible comme sentiment. Je me souviens que j'ai noté le numéro, parce qu'elle avait demandé à mon fils son numéro, et je me suis assise par terre et je me suis bercée. Je me suis bercée en me disant, j'ai réussi. Et vous savez ce que j'ai fait? Je suis allée dans la salle de bain, j'ai regardé dans le miroir et je me suis parlé. Je me suis dit, est-ce que tu as réussi à devenir la personne forte, juste, à la seule force de ta volonté? Est-ce que tu es arrivée à devenir cette femme respectueuse? Cette femme qui, malgré toutes les épreuves, est restée bonne? Et je me suis regardée, je me suis dit, oui, je suis prête. Alors j'ai appelé mon fils, et puis bref, tout ça pour dire qu'on s'est rencontrés 48 heures plus tard. J'ai pris un avion avec l'aide du consulat algérien. Je suis arrivée en Algérie, et j'appelle mon fils, juste avant de prendre l'avion à Paris, et je lui dis, j'arrive. Et il me dit, mais comment tu es physiquement pour que je puisse te reconnaître? Et c'est moi qui lui dis, laisse faire l'instinct, je vais te reconnaître. J'arrive à l'aéroport, les portes de l'aéroport, vous savez, dans l'aéroport, les gens qui nous attendent derrière, la porte s'ouvre et je suis là, le cœur qui bat la chamade. Je sors et là, je vois des personnes et je vois mon ex-mari en premier. Et je pense, je me dis, pourvu que ce ne soit pas un piège. Et je lui dis, où est mon fils? Et il avait poussé la cruauté à demander à mon fils qu'il se mette avec les autres dans l'aéroport, enfin, du moins derrière la barrière, pour voir si je vais le reconnaître. Petit aéroport, il y avait quand même du monde. Eh bien, j'ai pris le défi de lui montrer à mon ex-mari que, même si je n'avais pas revu mon fils depuis la naissance, que j'allais certainement le reconnaître. Il y a comme les mamans qui nous écoutent sentent l'instinct que nous avons. Oui. Et je me suis approchée comme ça. Et j'en ai vu un, écoutez, c'était clair, c'était mon fils. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelque chose de très puissant. Et là, j'ai ouvert mes bras et je lui ai dit, et il m'a fait. Parce que lui m'avait vu en train de parler à son père et dire, où est mon fils? Donc lui, il savait que c'était moi, mais en même temps, moi j'ai trouvé qu'il me ressemblait beaucoup. Même si c'est pas toujours, on se dit toujours que nos enfants nous ressemblent, mais il y a quelque chose de fort. Et là, je lui dis, viens. Et quand j'ai ouvert mes bras et j'ai pris mon fils dans mes bras, vous savez ce qui m'est arrivé? C'est comme si que l'odeur du bébé qu'on m'avait enlevé est revenue. Parce que je l'ai pris dans mes bras et je le humais. C'est comme si que je me réappropriais mon rôle de mère. C'était un moment absolument incroyable. Je suis sûre que cette odeur-là, vous devez encore la sentir. Ah oui, ah oui. Et j'étais fière aussi de l'homme qu'il était devenu, parce que pendant mon séjour en Algérie, j'ai su que son père l'avait vraiment maltraité. Ah oui? Ah oui, vraiment maltraité, en plus du mensonge. Mais j'ai découvert quelqu'un de gentil, de humble, de bon et de grand par sa noblesse, par son beau petit cœur. Eh bien, vous savez, aujourd'hui, je vais sur toutes les tribunes, je vais partout. Et je veux lancer un message à toutes les personnes qui souffrent et de leur dire, même si vous avez l'impression parfois que vous êtes le seul à comprendre ce qui vous arrive, que personne n'arrivera à même enlever juste un peu de tristesse de vous, de votre être, dites-vous qu'il y a un pouvoir que vous avez. C'est de toujours vous dire, je vais y arriver. Et tout doucement, on n'a pas besoin d'aller vite. On y va tout doucement et de croire que tout est possible. Parce que je vous assure qu'un jour, on reprend le dessus puis on se dit, c'est moi-même qui ai fait une différence entre la personne que j'étais
et la personne que je suis aujourd'hui. Votre fils, est-ce que vous êtes toujours en contact avec? Ah oui. Je suis sûre. Ah oui. Est-ce qu'il est ici au Québec? Non, il est venu se fiancer ici au Québec. Il est marié aujourd'hui et il habite en Allemagne. Alors donc, je vais quelques fois en Allemagne. Lui, il vient ici. Puis on a Skype aujourd'hui. Ben oui, ça se fait bien. On peut se contacter. Alors, vous voyez, suite à ça, je me suis dit, en fait, beaucoup de gens me disent, mais comment ça se fait que tu crois en Dieu? Les gens se disent, comment tu pouvais croire en Dieu pendant toute cette période avec tout ce que tu as vécu? Parce que je ne vous parle pas des moments de violence avec mon mari, etc. Quand vous parlez des moments de violence avec votre mari, c'est le mari, le père de votre fils. Le père de mon fils, oui. Oui, parce que vous avez été victime de violences conjugales beaucoup. Tellement, oui. Et là, la violence conjugale, ça vient briser l'estime de soi. Tellement, on est l'ombre de l'autre. Juste avant que je tombe enceinte et pendant qu'on était ensemble, en fait, c'est lui qui m'a donné mon premier sentiment de sécurité. Donc, je me suis un peu jetée dans le vide sans filet et je lui ai fait confiance. Il m'a sorti, il m'a donné un toit, etc. Mais il m'a aussi enlevé ma propre identité. Il a commencé à être violent avec les mots, vous savez, la violence verbale, hein, oui. Qui devient de la violence psychologique, évidemment. La violence psychologique, c'est une des pires parce qu'elle ne se voit pas dans le miroir. On voit juste quelqu'un qui est extrêmement fatigué. Et petit à petit, il aspire tout ce que vous avez, tout ce qui vous reste de force à l'intérieur de vous et vous devenez la femme d'eux. Et moi, il me faisait toutes les formes de violence, mais jusqu'à un point absolument inimaginable. Et jusqu'au jour où il m'a poignardée, où j'ai été dans le coma pendant plusieurs jours. Cet homme m'a enlevé tout ce que presque les battements de mon cœur, parce que j'étais entre la vie et la mort, mais il n'a pas réussi. Et en plus, quand il vous a poignardé, c'est avant la naissance de votre fils? Non, ça c'était après. Là, je vous fais peut-être un résumé assez rapide. OK. Oui. Alors, après, mais parce qu'il vous a tout enlevé, en fait. La vie, votre fils. Oui. Ensuite, j'étais en Algérie parce que je savais que c'était le seul moyen de pouvoir récupérer mon fils quand il était bébé. Mm-hmm. Et là, voyant que tout ça n'était pas possible, j'ai voulu m'évader du pays et j'ai été emprisonnée pendant 9 mois. 9 mois de prison parce que j'ai voulu sortir du pays de cet homme qui était encore mon mari. Moi, j'étais prête à tout pour retrouver mon fils. Hein. Et on m'a attrapée à l'aéroport. Et parce que je n'avais pas une autorisation écrite de sa part, parce qu'en fait, on est la femme d'eux, j'ai été emprisonnée pour 9 mois. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu... Tu sais, vous dites, il y a une force intérieure qui fait qu'on croit qu'on va s'en sortir, alors que le gouvernement vous tient en otage, oui. Votre mari vous tient en otage. Qu'est-ce qui nourrit en dedans? Vous avez plus votre fils qui fait que vous dites, là, il faut que je m'en sorte, là, ça n'a pas d'allure. C'est ça la résilience, c'est ça que je fais dans mes conférences aussi. C'est de se dire, je n'ai plus rien de deux choses l'une. Ou je me laisse aller et il ne me reste plus que la mort, ou je suis plus seule au monde, là, j'ai mon fils, ou je rebondis. Mais je vais rebondir pas à pas, mais je vais y arriver. Et c'est ce déclic entre ceux qui veulent se suicider, par exemple, qui se dit « je n'en peux plus ». Mais c'est à ce moment-là même qu'ils devraient se dire « tu peux faire en sorte de mettre une frontière entre ta vie d'avant et ta vie d'aujourd'hui ». Et se dire « je vais prendre tous, même les petites choses, je vais tout prendre, je vais tout essayer, je vais compter sur moi, mais je vais y aller petit à petit ». Et pendant cette période de reconstruction, ce qui est extrêmement important, c'est de ne pas se comparer aux autres, à ceux qui vont mieux que toi. Parce que là, tu vas encore tomber plus vite. Hein. Mais de se dire, un jour, je me donne 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et petit à petit, on va réaliser que c'est ces petites choses qu'on aura semées, ces petits efforts qui vont donner un résultat et qui vont vous donner petit à petit une nouvelle force. Et cette petite force, on la reprend et on la développe encore et on la développe encore. Et je vous assure que c'est comme si on était comme ça, quand on n'en peut plus, quand on est au bout, on est complètement fermé. Et en fait, on va tout faire pour faire éclore notre vie. Et chaque petit effort fera ça, comme des pétales qui s'ouvrent. Chaque petit effort. Oui, ça paraît facile. Non, c'est pas facile. Mais c'est tellement exaltant quand on voit la différence que l'on a fait. Vous êtes tellement belle quand vous le dites. C'est incroyable. Oui, mais parce que c'est incroyable. Chaque petit effort vous apporte une force supplémentaire. Effort, force. Effort, force.
effort, force. Et après, la force est beaucoup plus dominante. Et c'est elle qui va vous nourrir. Et c'est elle qui va faire que vous allez vous... Et vous allez mieux respirer, vous allez vous tenir droite et vous allez être fier de vous. Et vous allez surtout sentir cette exaltation. Ce qui vous fait avancer. Mais c'est un sentiment incroyable. Non, non, vraiment. Et c'est à la portée de tous. Et je le dis, je fais beaucoup de conférences en santé mentale, je fais beaucoup de conférences dans les organismes pour femmes un peu partout. Et je leur dis, lâchez pas surtout. Oui, personne n'a dit que c'était facile. Personne n'a dit... Alors, je vais vous donner un exemple rapidement. Il y a une image qui m'a toujours marquée. Pendant tout ce tourbillon infernal, j'avais toujours une image en moi, c'était comme un épi de blé. On vous donne un épi de blé, vous allez dire, c'est rien ça. Mais sur votre épi de blé, vous avez 10 graines. Au lieu de jeter votre épi de blé, prenez, ça c'est que des cas de figure. Oui, c'est une métaphore. Voilà, c'est ça, une métaphore. Vous prenez vos graines et vous cherchez une terre, un endroit où vous allez pouvoir semer. Donc un endroit où vous allez pouvoir vous mettre. Et puis vous allez une par une mettre vos graines en terre. C'est-à-dire un effort par un effort. Et vous allez avoir la patience, la croyance qu'un jour vous allez récolter ce que vous allez semer, n'est-ce pas? Oui. Alors si cette métaphore, quand on reste connecté à elle, on se dit, ben ces 10 épis vont pousser, je vais récolter 10 épis de 10, ça me fait 100 graines, que je vais ressemer, donc encore une fois, mes petits efforts. Et ce qu'il faut se dire, c'est que chaque petit effort donne des résultats, donc un jour on va récolter encore 100 fois 10, etc., etc. Et un jour, on va se dire, waouh, c'est moi qui a réussi à faire tout ça? Oui. Parce que chaque petit effort fera que tu vas te relever. Tu vas te relever. Et ça, cette force, quand on l'a juste au début, si on continue et on ne lâche pas, elle fera la différence que vous allez vous relever. Et vous allez sentir cette force, cette exaltation. C'est un sentiment absolument merveilleux. Je trouve ça merveilleux de vous écouter, puis je trouve ça très... C'est inspirant. Puis vous avez non seulement les mots, mais vous avez l'énergie qui vient avec. C'est incroyable. Oui. Vous savez, plus je fais mes conférences et plus je donne aux autres, plus je transfuse du courage et de l'espoir, on dirait que mon cœur, il est jamais... Il ne se vide pas. Parce que cette force que je transfuse, je la reprends, enfin je la reprends pas, mais elle revient en moi. Oui. Et je la retransfuse, et je la retransfuse, et je la retransfuse. Combien de courriels je reçois de gens qui m'ont dit « Tu as fait une différence dans ma vie ». Mais c'est pas moi qui l'a fait, c'est eux. Oui, mais l'inspiration, quand on réussit à rencontrer une personne qui, au bon moment, ces mots viennent arroser ces graines d'effort, c'est ça. Bien, ça nous permet de persévérer. C'est ça. C'est ça qu'il faut apprendre. L'effort, on l'a fait, mais il ne faut pas lâcher. Il faut être patient. C'est ça. Et la résilience, c'est un peu une recette qui est un mélange de tout ça, de l'effort, de la patience, d'arroser tout ça. Oui, et souvent on se dit que la résilience, c'est pas dû à tout le monde. Bien sûr que oui. Oui, ça s'apprend la résilience. Oui, mais on peut la développer, la résilience. Oui. Et j'ai bien conscience que c'est pas tout le monde qui a vécu ce que moi j'ai vécu, l'enlèvement de mon enfant, que je l'ai retrouvé 16 ans plus tard, que j'ai été hospitalisée. Je ne vais pas non plus vous faire un descriptif de tous mes malheurs. Mais tous vos juste pour qu'on puisse, les gens qui voudraient en savoir plus, vous avez des livres quand même. Oui. On peut aller sur votre site Internet. Absolument. Vous le verrez sur le générique ou sur le site Internet de la télévision communautaire. Mais il y a des livres qui peuvent aller plus dans les détails de tout ce que vous avez vécu. Absolument. Écoutez, moi aujourd'hui, je veux vous rendre hommage. Oh, okay. Merci! Hommage aux arts, c'est attitude à succès, mais c'est le savoir-être qui est l'engrenage et le savoir-faire. Je m'excuse, je les ai inversés, c'est le savoir-être qui est la fleur et le savoir-faire qui est l'engrenage. Mais c'est pas grave dans quel sens on le met. Oui. L'important, c'est les deux ensemble. Exactement. Qui fait que ça peut... parce que vous respirez... je vais dire l'allégresse, mais le bonheur, c'est incroyable. La plénitude, la tranquillité. De quoi vous êtes le plus fier? Ah, je suis le plus fière quand de voir mon fils qui va bien,
de voir que j'ai pardonné le mal qu'on m'a fait. Ça fait partie aussi de la reconstruction. Et surtout que mes messages dans mes conférences passent bien quand je dis aux gens, n'oubliez pas que le plus grand allié de la détresse est le silence. Quand on se referme, quand on s'isole, quand on ne parle pas, puis qu'on pense que tout est perdu. Ça, c'est le plus grand allié de la détresse. Alors, pour s'enlever de ça, il faut croire que c'est possible, il faut demander de l'aide aux professionnels, il faut en parler, et surtout pas se refermer en se disant « j'ai tout essayé, ça n'a rien à fonctionner ». Vous n'avez peut-être pas essayé la bonne façon de faire. Vous êtes arrivé au Québec quand? Je suis arrivée il y a maintenant 13 ans. J'étais venue pour 6 mois et ça va faire 13 ans. Ah, puis vous étiez venue pour quelle raison il y a 13 ans? Pour mon premier livre, Québécois m'avait offert un contrat. J'étais à l'époque en Allemagne et il y avait la France, l'Allemagne et le Québec qui étaient intéressés à publier mon autobiographie. Et c'est dans votre merveilleux pays que j'ai choisi de venir, même si je sais pertinemment qu'ici la vente de livres est moindre. Mais ce n'était pas ça qui était important pour moi. C'était l'éditrice était tellement grande, elle était tellement humaine. Elle parlait très peu d'argent, mais elle parlait de ce que ça pouvait faire, mon histoire. Et elle m'a tellement touchée que j'ai décidé de venir ici. Puis, résultat, même mon livre a été aussi publié en France, en Belgique et en Suisse. Oh, ben bravo, félicitations. Alors, merci. Alors, aujourd'hui, j'en ai 4. C'est une grande dame qu'on a avec nous aujourd'hui qui a relevé avec brio tous les revers que la vie lui a présentés. Oui. Alors, moi, je suis très honorée, très fière de vous connaître plus. Et je vais vous suivre parce que vous êtes inspirante, puis j'espère que les gens avec nous vont avoir le goût d'en savoir plus et le courage d'aller vous écouter parce que ça nous brasse, tu sais, quand on entend que vous avez passé à travers tout ça, d'autres on se dit que, ben, là, pourquoi je resterai assis, là, je peux pas m'apitoyer sur moi-même. C'est ça. Je dois avancer. Oui. Alors, c'est avec plaisir que je vous remets ceci. Merci infiniment, madame. Et que je vous fais un beau câlin. Merci. Merci infiniment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et à tous les gens à la maison, à la semaine prochaine. Merci infiniment. Merci.